Alors ce soir, nous allons traiter de Pasteur, évidemment, et plus particulièrement de la vie de Pasteur. Pasteur qui fut donc artiste, homme de science et entrepreneur. Et pour cela, nous avons invité donc deux conférenciers. Madame Annick Perrault, qui est conservateur honoraire du musée de Pasteur, ainsi que Monsieur Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur et commissaire scientifique de l'exposition Pasteur, l'expérimentateur. Voilà. Donc merci d'être venu pour faire cette conférence et je vous laisse la parole. Bien oui, merci d'être venu pour assister à ce duo. Nous n'allons pas parler ensemble, mais l'un après l'autre. Alors la célébrité de Pasteur ne fait aucun doute. On ne compte pas les rues, les institutions diverses dans le monde entier qui portent son nom. Et pourtant, hormis le fait qu'il a été l'inventeur du vaccin contre la rage, que sait-on réellement de son œuvre et que sait-on de l'homme? Alors dans cette conférence, nous verrons qu'avant d'être un homme de science, il a été un artiste et qu'il n'a cessé d'entretenir des liens étroits avec le monde des arts pendant toute sa carrière. Ensuite, nous rappellerons très brièvement l'ensemble de son œuvre scientifique en essayant de montrer quelles ont été les retombées de cette œuvre sur la science d'aujourd'hui et sur notre vie de tous les jours. Et pour terminer, nous montrerons que Pasteur n'a pas été seulement un homme de science, mais il a aussi été un entrepreneur, étant en quelque sorte le précurseur des créateurs de start-up d'aujourd'hui. Et c'est donc Annick qui va commencer en vous parlant de Pasteur, l'artiste. On appuie où pour faire avancer. Bien, alors rappelons que Pasteur est né à Dole, dans le Jura, le 27 décembre 1822. Et son père, Jean-Joseph, qui était tanneur, qui avait une tannerie donc, dans cette maison de Dole, eh bien, il avait participé aussi à la guerre d'Espagne, à la campagne de France dans l'armée de Napoléon Ier. Ce Jean-Joseph, eh bien, il dessinait aussi et il peignait, mais tout ça en amateur. Dès son plus jeune âge, je vais vous montrer d'abord la maison de Dole, la maison natale, près du canal dit des tanneurs. Et voilà l'une des représentations de ce que pouvait faire Jean-Joseph, donc le père. Ça, c'est un panneau qui a été peint sur une porte. C'est le genre de soldat napoléonien qui enterre son camarade mort au combat. Donc, enfant, déjà, Pasteur, eh bien, il assiste d'abord aux expériences artistiques occasionnelles de son père, et puis il s'amuse à copier aussi au fusain ou au crayon des représentations d'œuvres de personnes très connues, enfin d'artistes très connus comme Ingres, Girodet, le baron Gros. Et son professeur de dessin au collège d'Arbois, qui s'appelle Étienne Charles Pointurier, et il le remarque, et il va l'encourager. Donc, je vous ai dit que Pointelin, donc, qui était aussi un artiste déjà de renom, va encourager le talent de Louis, qu'il a remarqué. Et puis un jour, ce jeune Louis, eh bien, il entreprend de représenter, là voilà, sa mère au pastel. Donc, c'est le premier pastel, le premier portrait, pardon, et il avait 13 ans. On peut relever, bien sûr, quelques maladresses de construction, il y a une certaine raideur, mais il reste que l'œil perspicace de l'enfant a saisi intuitivement la physionomie maternelle. Cet essai, eh bien, il est quand même apprécié. Il l'enhardit à dresser le portrait de plusieurs personnes de son voisinage, et puis il ne tarde pas à confirmer une réputation naissante. Il défile des amis, des notables qui défilent devant l'artiste.
En voilà un exemple qui s'appelle Ottilie Bécher. Donc ce sont des voisins, des amis. Voilà le maire aussi d'Arbois, Parot. Alors, il faut noter aussi qu'il va privilégier non seulement le portrait, mais aussi le pastel. Voici une des boîtes d'estampes qu'il utilisait et qui se trouve donc à Arbois. Et puis il va faire aussi quelques lithographies, dont vous avez un exemple là, son ami Chapuis. Alors on peut se poser la question, serait-il devenu un très grand peintre? Peut-être. Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître que les œuvres de Pasteur, toute l'extrême précision qu'il y met, l'observation précise et aiguë, l'attention à la réalité, le soin apporté aux moindres détails, eh bien, ce sont autant de qualités qui feront de lui un grand scientifique. Le jeune Louis se serait bien vu poursuivre une carrière de pastelliste, allant de ville en ville. Il va tirer le portrait des notables locaux, mais son père, Jean-Joseph, ne l'entendait pas du tout de cette oreille, et son rêve était que son fils obtienne un poste d'enseignant dans un lycée. Donc la carrière de pastelliste de Pasteur se termine alors qu'il avait 20 ans, avec un portrait de son père, que voici, qui est au musée Pasteur à Paris. Et Pasteur allait poursuivre ses études à l'école normale, et la gloire, comme on sait, devait venir d'un autre horizon. De cette fulgurante carrière d'artiste, il lui restera un goût pour l'art qu'il cultivera, cette fois en observateur. En 1863, il est nommé à la nouvelle chaire de géologie, physique et chimie appliquée aux beaux-arts, et cela à l'école des beaux-arts de Paris. Et pendant 4 ans, eh bien, devant des élèves qui sont d'abord un peu ébahis, ce professeur inattendu va développer ses idées sur la conservation des peintures. Il va analyser les différentes techniques, les processus de fixation, les liants, leur stabilité. Et aux étudiants en architecture, il fait un cours sur les besoins de la construction immobilière en matière de chauffage, d'éclairage et d'aération. Donc ça, ce sont des problèmes aussi d'hygiène qu'il transpose dans ces cours. Alors on peut dire que Pasteur en art, il avait un goût très conservateur. Il admirait des artistes qui prônaient l'académisme, les officiels, les membres de l'Académie des beaux-arts, alors que le scientifique révolutionnaire préférait les valeurs stables aux innovations et aux nouvelles formes audacieuses, à tel point qu'il n'appréciait pas, on imagine qu'il n'aimait pas les impressionnistes. Et son petit-fils, Louis Pasteur Valéry Radaud, il va raconter dans ses mémoires que, donc c'est les souvenirs qu'il en avait, donc le grand-père Pasteur l'entraînait dans les salles du musée du Luxembourg, et puis passant devant la salle Caillebotte, qui contenait à l'époque des Monet, des Sisley, des Pissarro, des Manet, il l'entraînait, il prenait par la main son petit-fils et puis il lui disait « Ne regarde pas cela ». Et il l'entraînait vers le rêve de deux tailles, voilà, qui est tout sauf, évidemment, sauf un Monet. Pasteur eut souvent l'occasion de voyager dans le cadre de sa vie scientifique, et à l'occasion de ces voyages, il lui arrivait bien sûr de visiter les musées, les galeries d'art et d'autres sites aussi d'art. Il s'abandonnait alors à la contemplation d'œuvres, et en 1852, il fait un voyage, notamment au musée, il s'arrête au musée d'art de Dresde, et il écrit une lettre à sa femme où il évoque, alors avec un grand enthousiasme, les œuvres qu'il avait vues. Au cours du voyage, il s'arrête à Vienne, et il écrit encore à sa femme, « Enfin, j'ai vu dans une de leurs églises le monument le plus admirable, le plus beau des chefs-d'œuvre de Canova, c'est le tombeau de Marie-Christine, archiduchesse d'Autriche. On ne peut rien imaginer de plus attendrissant et de plus remarquable comme œuvre d'art. » À Paris, Pasteur s'échappe aussi pour visiter les musées, trouve le temps aussi d'aller au Louvre, le Luxembourg, les salons, et puis surtout, il aime les artistes. Il les reçoit chez lui et se plaît à les aider, à les promouvoir.
Et on peut aussi citer Auguste Pointelin et le sculpteur Jean-Joseph Perrault, en ajoutant quand même que ce sont des artistes aussi jurassiens. Et puis il y a aussi un tableau de Croyer qui le représente au sein d'un comité qui a été réuni pour l'exposition d'art français à Copenhague en 1888. Et Pasteur en est le président d'honneur. Il est entouré, comme on peut le voir, d'un aréopage de grands artistes. Alors Pasteur n'était pas seulement un artiste, un amateur d'art, un défenseur des arts et des artistes, il est aussi un modèle de nombreux et très éminents artistes à la mode. Et sans doute, il a été le scientifique français le plus fréquemment représenté dans les œuvres d'art au XIXe siècle. Parmi elles, la plus connue, bien sûr, et sans aucun doute, le portrait que va réaliser le peintre finlandais Edelfelt, Louis Pasteur. Ce tableau, l'original, est exposé au musée d'Orsay et on peut voir une copie, de la main également d'ailleurs d'Edelfelt, au musée Pasteur, à l'Institut Pasteur. Vous voyez que Pasteur y figure dans son environnement naturel, il est dans son laboratoire, il est très absorbé, il est tendu par l'observation de ce flacon qui contient une moelle de lapin enragée, enfin en tout cas contaminée par le virus de la rage. Et ce choix justement de cette position, de cette posture dans le tableau, c'est un choix stylistique auquel il est vraiment partie prenante. C'est lui qui a un peu dirigé justement cette pose. C'est très original, c'est tout à fait inédit, parce que jusqu'à présent, eh bien, le sujet qui représentait des médecins, des scientifiques, il prenait une pose très, très rigide, assez convenue, somme toute très, très académique. Il y a un autre personnage aussi qui est Joseph Christian Jacobsen, le propriétaire des brasseries bien connues, Carlsberg, au Danemark. Ce Jacobsen, eh bien, il est très reconnaissant à Pasteur, dont les découvertes pour les fermentations et la pasteurisation ont été extrêmement précieuses pour l'industrie de la bière. En 1879, donc, M. Jacobsen va commander à Paul Dubois, un grand sculpteur de cette époque, un buste en marbre de Pasteur. Dubois accepte et le buste est exposé au salon de 1880. On peut le voir d'ailleurs aujourd'hui à la brasserie Carlsberg près de Copenhague, un de ces... Non, c'est pas celui-là. De même qu'il va offrir à Madame Pasteur, M. Jacobsen donc, il va offrir à Madame Pasteur le portrait du savant par Bonnat en 1885. Et ça, c'est un portrait aussi que vous pouvez voir au musée Pasteur à l'Institut. De son vivant, Pasteur est représenté dans beaucoup d'autres œuvres d'art. Il est notamment l'objet de peintures, de gravures, de dessins, de caricatures, dont voici une qui est aussi assez célèbre, qui est dessinée par Champollion, et aussi de nombreuses photographies, puis aussi, bien sûr, il était l'objet de nombreuses caricatures. Il va figurer sur des médailles, dont l'une des plus représentatives aussi est cette médaille de bronze que l'on va fondre en 1892 à l'occasion du jubilé pour célébrer donc son 70e anniversaire qui s'est tenu à la Sorbonne. Maintenant, nous passons à l'homme de science. Oui, Pasteur a été artiste, mais il n'a pas été seulement un artiste, il est quand même surtout connu comme homme de science. Et comme vous allez le voir, ses découvertes ne se sont pas réduites à la découverte du vaccin contre la rage. Vous avez la liste des travaux dont je vais parler rapidement. Les premiers travaux de Pasteur, qui venait de terminer ses études à l'École normale supérieure, ont concerné, c'était un jeune chimiste, et ça concernait la cristallographie.
Alors son produit de prédilection se trouva être le tartrate, qui est un produit qui se dépose au fond des cuves lors de la fermentation, lorsque le jus de raisin se transforme en vin. Alors il se trouve qu'en 1848, alors qu'il avait donc 26 ans, il découvre qu'une forme rare de tartrate a une propriété très particulière. Sous forme cristalline, en fait, il est formé de deux espèces de cristaux que vous allez voir dans un instant. Ici, vous voyez les flacons de tartrate qui proviennent du laboratoire de Pasteur. Et voici comment on peut représenter les deux espèces de cristaux qu'il a vus dans le paratartrate. Alors ces cristaux se ressemblent beaucoup, mais si vous regardez les choses de près, notamment les facettes qui sont mises en rouge ici, vous voyez qu'elles ne sont pas superposables. Elles sont comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc ça, c'était assez surprenant qu'on ait deux sortes de tartrate, deux sortes de cristaux. Il faut dire qu'il fallait y regarder de très près pour voir ça. Mais en plus, si on fait des solutions avec les deux types de cristaux, eh bien ces solutions ont aussi une propriété tout à fait étrange, c'est qu'elles font tourner le plan de la lumière polarisée dans ses sens différents. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est la lumière polarisée, mais il faut savoir que l'action sur la lumière est différente. Il y a les solutions d'un type de cristaux qui fait tourner le plan à droite et l'autre qui fait tourner le plan à gauche. Donc, on était manifestement en présence de deux espèces moléculaires différentes, bien qu'elles soient composées des mêmes atomes liés par les mêmes liaisons. Alors là, Pasteur s'est dit, bien, pour qu'on ait ces effets donc symétriques l'un par rapport à l'autre, eh bien, sans doute que les molécules qui constituent ces deux types de tartrate sont elles-mêmes, comme les cristaux, non pas identiques, mais comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et ça, ce sont des représentations modernes des deux types de molécules de tartrate. Vous voyez ici en bleu ou en vert, ce sont des atomes de carbone. Vous avez en rouge des atomes d'oxygène et en gris les atomes d'hydrogène. Eh bien, si vous essayez par la pensée de superposer ces molécules, vous n'y arriverez pas. Elles sont comme les cristaux tout à l'heure, elles sont comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Chaque molécule est dissymétrique, mais est en quelque sorte symétrique de l'autre dans un miroir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chiralité. Eh bien, cette conclusion était absolument révolutionnaire à l'époque, parce que jusqu'alors, on considérait qu'un produit était constitué donc d'atomes et avec des liaisons entre les atomes, mais on ne se préoccupait pas du tout de la position des atomes dans l'espace. Or là, ce que dit Pasteur, c'est qu'on a deux molécules constituées des mêmes atomes liés par les mêmes liaisons, mais qui ne diffèrent que par la position des atomes dans l'espace. Et ça, c'est le début d'une science qui va être ensuite appelée la stéréochimie, qui prend donc en considération la position des atomes. Or, cela, c'était extrêmement fécond, et il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en biologie moléculaire, où on tente d'expliquer la totalité des phénomènes biologiques par des interactions entre molécules biologiques, un enzyme avec son substrat, un virus avec son récepteur, etc. Et les interactions entre molécules biologiques, les molécules biologiques sont des très grosses molécules, mais elles sont définies, elles sont rendues possibles par la forme de ces molécules. Donc la forme des molécules est quelque chose d'absolument essentiel pour comprendre la biologie moléculaire d'aujourd'hui. Alors Pasteur avait constaté que tous les composés dont les solutions faisaient tourner le plan de polarisation, et donc qui d'après lui étaient des molécules dissymétriques, ces composés venaient toujours d'une source soit animale, soit végétale, qu'elle venait du vivant. Et donc il en est venu à penser que la dissymétrie moléculaire était la marque de la vie. Il avait raison, mais cela résultait, il ne savait pas pourquoi, mais ça a été démontré qu'une trentaine d'années plus tard, ça résultait du fait que ces molécules biologiques contiennent toutes du carbone, et quand on a un atome de carbone qui est lié, l'atome de carbone, il peut se lier à 4 autres groupements, et quand les 4 groupements liés à l'atome sont différents, ça fait une structure qui est dissymétrique par elle-même. Vous avez qu'à regarder ici les boules bleues ou les boules vertes,
eh bien, vous voyez bien qu'elles sont liées à 4 atomes ou groupements différents, et donc ça introduit une dissymétrie. Donc voilà ce qu'ont été les travaux sur la dissymétrie moléculaire. Et comme vous voyez, ça a eu des grandes conséquences sur la chimie, la stéréochimie et la biologie moléculaire d'aujourd'hui. Alors ensuite, Pasteur s'est intéressé aux fermentations. Pourquoi s'est-il intéressé aux fermentations? Eh bien parce qu'il a été nommé professeur à l'université de Lille, et il a été informé par l'un de ses élèves que son père rencontrait des grands problèmes dans la fermentation du jus de betterave pour produire de l'alcool. C'était un industriel qui produisait de l'alcool. Et cet élève a demandé à Pasteur s'il ne pourrait pas aller voir ce qui se passait dans l'usine de son père. Ce qu'a fait Pasteur. Alors il faut bien savoir qu'à l'époque, les fermentations, la question des fermentations était d'une extrême confusion. On savait déjà depuis un certain temps que quand on avait un liquide en fermentation, comme du jus de raisin en train de donner du vin, eh bien on voyait des micro-organismes au microscope. Mais le rôle de ces micro-organismes était complètement incompris. Par exemple, Justus Liebig, qui était le grand chimiste allemand, eh bien, pensait que c'était la pourriture de c'était des levures en fait qui provoquaient la fermentation. Eh bien, Pasteur est arrivé à la conclusion que ce n'était pas le cas, et c'est notamment à cause des travaux qu'il avait faits sur la dissymétrie moléculaire auparavant. Il a constaté que pendant les phénomènes de fermentation, il y avait apparition de molécules qui avaient une action sur la lumière polarisée, donc de molécules dissymétriques. Et pour lui, la production de molécules dissymétriques, c'était la marque de la vie. Donc il en a conclu que les fermentations, ce n'était pas un phénomène de mort, mais que c'était un phénomène de vie. Et plus précisément, que la fermentation résultait du métabolisme des micro-organismes qui étaient présents. Si on prend le cas de la fermentation alcoolique, eh bien la levure, elle mange le sucre qui est dans le jus de raisin, ça lui permet de se développer, et tout en se développant, elle excrète de l'alcool. Et donc c'était cette idée de base que les fermentations étaient dues à des micro-organismes. Alors, quant au problème qui était rencontré par le père de son élève, eh bien, il a constaté que quand les fermentations ne se passaient pas normalement, il y avait en fait 2 sortes de micro-organismes. Il y avait celui qui était bien chargé de faire la fermentation, mais il y avait, on dirait aujourd'hui, contamination par un autre micro-organisme qui, au lieu de faire de l'alcool, faisait de l'acide lactique. C'est ce qui se passe quand le lait tourne, par exemple. Et d'ailleurs, il a commencé par s'intéresser plus précisément à la fermentation donnant l'acide lactique, la fermentation appelée lactique, et il a publié un mémoire à ce sujet, que vous voyez ici, publié en fait fin 1857-1858. Et dans ce mémoire, il expliquait comment on pouvait cultiver un micro-organisme capable de produire une fermentation donnée. Eh bien, ce document que vous voyez là est considéré comme l'acte de naissance de la microbiologie. C'est le premier article de microbiologie, donc, où on explique comment cultiver un micro-organisme. Donc Pasteur a montré qu'il y avait un micro-organisme qui faisait la fermentation alcoolique, un autre qui faisait la fermentation lactique, et puis en fait c'est encore un autre qui va faire la fermentation acétique, qui produit la transformation du vin en vinaigre, etc. Donc il montre que non seulement les fermentations sont dues à des micro-organismes, mais que chaque fermentation est causée par un micro-organisme particulier. Alors ces conclusions qui ont été appliquées rapidement dans la préparation donc, du vin, de la bière, du vinaigre, des produits laitiers, etc., ces connaissances ont complètement révolutionné les industries correspondantes. Alors il avait montré comment on faisait donc les fermentations, mais il y avait certains cas où il y avait des problèmes dans les fermentations. On a déjà parlé du premier problème auquel s'était attaqué à Lille, mais il y avait un grave problème qui se posait pour le vin français. Vin qu'on vendait, c'était une des sources de devises les plus importantes, notamment en Angleterre, on appréciait beaucoup le vin français, mais voilà que le vin, il arrivait parfois qu'il était mauvais. Et donc les sujets de la reine Victoria commençaient à bouder le vin français. Donc Napoléon III appelle Pasteur au secours en lui disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le vin se conserve ?» Alors Pasteur a constaté que quand le vin
avait ce qu'on appelait une maladie, il y avait différents types de maladies du vin, eh bien c'était toujours qu'il y avait dans le vin un microbe qui ne devrait pas s'y trouver, un microbe adventice. Donc il fallait trouver un moyen de se débarrasser de ces mauvais microbes, et c'est là qu'il a mis au point la méthode consistant à chauffer de façon modérée le vin, entre 60 et 100 degrés, et ça détruisait les mauvais microbes, et le vin pouvait se conserver. Alors cette méthode de conservation du vin s'est répandue assez rapidement un peu partout, et ce sont en fait les Allemands et les Hongrois qui, les premiers, ont appelé cette méthode la pasteurisation. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup la pasteurisation pour conserver le vin, ça existe mais de façon assez exceptionnelle, mais on l'utilise, comme vous le savez, pour conserver de nombreux autres aliments. Alors, donc Pasteur montrait que c'était des microbes qui permettaient les fermentations, mais d'où venaient ces fameux microbes? Parce qu'a priori, les fermentations se faisaient spontanément. On mettait le jus de raisin dans les barriques adéquates et il se transformait en vin. Ce qui fait que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une génération spontanée des microbes dans les milieux fermentescibles. Donc c'était la théorie de la génération spontanée, et il y avait notamment un fameux médecin, Félix Archimède Pouchet, qui était un des grands défenseurs de cette théorie de la génération spontanée. Bon, assez rapidement, Pasteur a compris que ça ne pouvait pas être le cas et que les microbes, ils venaient toujours de parents microbes. Et quand on voyait une fermentation se produire, c'était que les microbes venaient de l'extérieur. Il y a une expérience très célèbre qui est l'expérience du ballon à col de cygne, qui a vraiment été pratiquement l'expérience la plus convaincante pour montrer que toutes les expériences prétendant montrer l'existence de la fermentation spontanée étaient en fait inexactes. Alors cette expérience est relativement simple. On savait déjà que si on prenait un ballon, pas à col de cygne, mais un ballon normal, qu'on le fermait en haut et qu'on faisait bouillir, après ça, rien ne poussait. Donc on pouvait dire, il n'y a pas de génération spontanée. Mais les tenants de la génération spontanée prétendaient qu'en faisant bouillir, on avait en fait détruit un principe vital, on ne savait pas trop ce que c'était, qui était présent soit dans le milieu, soit dans l'air au-dessus, et que c'est pour ça que ça ne poussait pas. Donc Pasteur a utilisé ce ballon très particulier à col de cygne. Il a fait bouillir le milieu, donc il y a eu un peu d'évaporation, de l'air et de la vapeur d'eau sont sortis par ce col de cygne, et ensuite il a laissé le flacon sans bouger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et il restait toujours stérile. Or, avec ce système-là, vous voyez que l'air du ballon est en équilibre avec l'air extérieur par le col de cygne. Donc, on ne peut pas dire qu'on a détruit un principe vital puisqu'on est en équilibre avec un principe vital dans l'air, puisqu'on est en équilibre avec l'air extérieur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contamination? Eh bien, ce que Pasteur conclut, c'est que quand l'air rentre lentement dans le ballon au fur et à mesure du refroidissement, les poussières qui sont dans l'air se déposent dans la partie basse du col de cygne et n'arrivent jamais dans le milieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance. Et il montre que c'est bien le cas en inclinant le ballon de telle sorte que le milieu, un peu de milieu, va aller dans la partie basse du col de cygne, et il remet le ballon vertical, et le lendemain, le milieu est trouble, des bactéries se sont développées, des microbes se sont développés. Donc, parce qu'ils ont été chercher les poussières qui étaient déposées dans la partie basse du col. Et donc, le fait que dans ce cas-là, les microbes se développent, ça montre que le milieu aussi, on n'a pas détruit un principe vital, puisqu'il est capable de permettre la croissance. Donc, par cette expérience, on contredisait complètement cette hypothèse du principe vital, et c'était vraiment une expérience très concluante pour démontrer que quand il y avait fermentation, eh bien, c'était dû à des microbes qui venaient de l'extérieur. Alors, en faisant ce type d'expérience, Pasteur a montré en fait qu'il y avait des microbes partout. Il y en avait dans l'air, il a montré qu'il y en avait dans l'eau, sur les surfaces, etc. Et en ce sens-là, on peut un peu comparer Pasteur à Christophe Colomb, parce qu'il a vraiment... Bon, c'est pas lui le premier à avoir vu des microbes, ils ont été vus déjà 200 ans plus tôt, mais on considérait que c'était des curiosités de laboratoire. Lui, il a montré que des microbes, il y en avait partout autour de nous, qu'on vivait dans un monde de microbes. Et donc, il nous a fait découvrir un nouveau monde dans lequel on baignait sans le savoir.
Alors nous allons nous rapprocher de choses qui sont plus connues concernant Pasteur, c'est la théorie des germes appliquée aux maladies contagieuses. Et voici une phrase que Pasteur a écrite dans ses études sur la bière en 1876. « Lorsqu'on voit la bière et le vin éprouver de profondes altérations parce que ces liquides ont donné asile à des organismes microscopiques qui se sont introduits d'une manière invisible et fortuitement dans leur intérieur, où ils ont ensuite pullulé, comment ne pas être obsédé par la pensée que des faits du même ordre peuvent et doivent se présenter quelquefois chez l'homme et les animaux. » Autrement dit, on a vu que fortuitement des microbes se mettaient dans un milieu qui se mettait à fermenter. Eh bien, il pense que ça pourrait être la même chose pour les maladies contagieuses. En fait, il avait pensé à ça bien avant 1876, notamment 10 ans plus tôt, dans les années 1865-1870, quand on l'avait appelé au secours pour essayer de sauver la sériciculture, donc l'industrie de la soie, parce que les vers à soie mouraient et donc ne faisaient plus de soie. Et il a travaillé pendant 5 ans sur ce problème, et il est arrivé à montrer qu'en fait, si les vers mouraient, c'est parce qu'ils étaient infectés par des microbes, et il a ensuite montré, il a mis au point des méthodes d'hygiène pour éviter que ce microbe se répande dans les élevages. Donc il avait cette idée du rôle des microbes dans les maladies contagieuses. Mais pourtant, il n'a pas été le seul à faire la démonstration rigoureuse du rôle d'un microbe dans une maladie contagieuse. Ça a été un travail qui a été fait sur la maladie du charbon, qui attaque les ovins et les bovins en priorité. Et il y a eu l'intervention d'un autre chercheur français qui s'appelait Casimir Daven, et puis du célèbre Robert Koch, l'Allemand, qui était devenu un peu le rival de Pasteur, et lui-même. Et à eux trois, ils ont pu montrer que cette maladie du charbon était due à un microbe particulier. C'était la première fois qu'on avait une démonstration rigoureuse de ce fait. Et donc, à partir de ce moment-là, on pouvait aller rechercher les microbes responsables de différentes maladies contagieuses. Et dans ce domaine, il faut dire que Robert Koch, que vous voyez, là, il y a Pasteur et Koch, Robert Koch et son école ont eu particulièrement de succès parce que c'est dans leur école qu'ont été trouvés non seulement le travail sur le charbon, mais qui ont trouvé le microbe de la tuberculose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est appelé longtemps le bacille de Koch, celui du choléra, du tétanos, de la diphtérie et quelques autres. Dans le camp de Pasteur, si on peut dire, la principale victoire, ça a été celle remportée par Alexandre Yersin à Hong Kong en 1894, où dans ce laboratoire, comme vous voyez, ultramoderne, il a pu isoler la bactérie responsable de la peste. Donc, depuis ces travaux de Pasteur et Koch, l'identification du microbe ayant infecté un patient est devenue une étape essentielle du diagnostic. De plus, la compréhension du rôle des microbes dans les maladies contagieuses a conduit à définir des règles fondamentales de l'hygiène. Et puis enfin, le microbe ayant été identifié, Pasteur s'est attaché à lutter contre lui, et ce fut la dernière étape de sa carrière, au cours de laquelle il a établi les grands principes de la fabrication des vaccins, dont va vous parler Annie. Donc, les vaccins. Alors d'abord, il y a la notion de vaccin, qui tire son origine d'une observation très ancienne, qui date d'ailleurs de l'Antiquité, à savoir que les personnes qui sont frappées une première fois par certaines maladies épidémiques, eh bien, ne l'étaient pas une seconde fois. Et puis, il y a aussi le premier vaccin. Alors, ce premier vaccin, il est dû au médecin anglais Jenner, qui, à la fin du XVIIIe siècle, découvre que l'on pouvait protéger les humains contre la variole en leur inoculant le contenu de pustules causées par une maladie bovine qui est semblable à la variole, mais qui est beaucoup plus bénigne et qui s'appelle la vaccine ou cowpox. Voilà une gravure qui montre Jenner en train d'inoculer donc un enfant, le premier, James Phipps, en 1796. Et un siècle plus tard, Pasteur,
qui lui, contrairement à Jenner, savait que les maladies contagieuses sont dues à des microbes, eh bien, il va le faire la supposition suivante, que le microbe de la vaccine pourrait représenter une forme atténuée de celui de la variole. Il poursuit son raisonnement et il se demande si les formes atténuées d'autres microbes pourraient protéger contre les maladies qu'ils provoquent. Ainsi, en 1879-1880, il obtient un premier succès dans le cas du choléra des poules, une maladie fréquente des basses-cours et très, très mortelle. Donc il parvient à atténuer les bactéries responsables de cette maladie et il va montrer que l'inoculation de celle-ci protégeait les poules contre le microbe virulent. Et vous avez cette image qui montre qu'en injectant une culture atténuée de choléra des poules, donc à certaines poules, on en injecte à une poule, vous voyez la blanche, la poule comment elle est, jaune, elle ne subit pas l'injection. Et la seconde étape, donc on injecte une dose de choléra des poules actif à ces deux poules, et le résultat, il est très probant, les poules exposées aux bactéries atténuées résistent, la poule blanche a bien résisté, et la poule jaune est morte. Et Pasteur va s'attaquer ensuite au charbon des ovins et des bovins, qui est aussi des maladies qui sont assez terrifiantes pour les élevages. Il montre que, là aussi, l'injection d'une variété atténuée de la bactérie protégeait les animaux contre l'injection de bactéries virulentes. Il va faire une démonstration à grand spectacle à Pouilly-le-Fort, en juin 81. Alors là, il convoque la presse, il convoque des vétérinaires, la population. Et c'est une grande expérience qui est très probante. Et le résultat va convaincre une grande partie de la population française de la validité de ces théories. Ce qui va s'appeler désormais la vaccination par extension au terme utilisé par Jenner, donc dans le cadre de la variole. Et puis on arrive au vaccin contre la rage. Alors donc le principe, c'est que Pasteur avait démontré que l'on pouvait vacciner contre une maladie en faisant appel aux microbes, le microbe responsable de celle-ci, à condition de pouvoir l'atténuer, donc de lui faire perdre de sa virulence. Pasteur ne fit pas d'emblée, on imagine, l'unanimité, notamment parmi les médecins. Il avait des grands opposants en la personne des médecins, qui voyaient d'ailleurs d'un mauvais œil ce chimiatre, comme il l'appelait, se mêler de maladies. Ils auraient préféré qu'il reste dans son laboratoire et qu'il s'occupe de chimie. Donc Pasteur, pour les convaincre, eh bien, il va s'attaquer à une maladie humaine qui est la rage. Il choisit la rage tout simplement parce que c'est une maladie animale, mais c'est aussi une maladie qui concerne l'homme. Dans ce cas, le problème apparaît d'emblée très difficile parce que le microbe de la rage, eh bien, il est invisible au microscope optique, comme il en avait un, et tout simplement parce qu'on sait maintenant évidemment qu'il s'agit d'un virus et non pas d'une bactérie, et il ne peut être multiplié sur aucun milieu de culture. Mais Pasteur estime que l'enjeu en vaut la peine, et même si cette maladie est moins répandue en France et en Europe, eh bien la rage reste toujours quelque chose d'extraordinairement pénible. L'imagination populaire était fascinée par cette terrible maladie. C'est la quintessence de l'effroi, du mythe, du mystère. Donc il s'attaque à cette maladie qui, encore une fois, ne faisait pas non plus des morts, autant d'ailleurs que la tuberculose. Mais pour Pasteur, vaincre la rage, eh bien, c'était assurer la victoire définitive de ses théories. Il va y parvenir en cultivant le virus par transfert d'animal en animal, en l'occurrence le lapin, et en utilisant la moelle épinière de ces lapins comme source de virus.
Pour atténuer le virus, il fait sécher ses moelles de lapin, qu'il prélève donc sur ces lapins par trépanation, et pendant plusieurs jours, il va les exposer dans ce ballon, dans ce flacon, à l'air stérile, comme on a vu donc sur le tableau tout à l'heure, peint par Edelfelt. Le succès de la vaccination en juillet 1885 du petit Alsacien Joseph Mester, on se souvient que ce petit Alsacien vient avec sa mère se présente donc rue d'Ulm parce qu'il vient d'être mordu par un chien présumé enragé. Là, c'est une représentation non pas de Mester, là, ici, mais de Jupil. Mais enfin, bon, c'est un de ces garçons qui est vacciné. Et précisément, le deuxième sera ce berger Jupil, Jean-Baptiste Jupil. Donc, Mester subit le traitement en juillet 85 et en octobre, c'est Jean-Baptiste Jupil, avec le succès que l'on sait. Et dès lors, plusieurs centaines de mordus, comme on les appelait, venant du monde entier, vont arriver rue d'Ulm. Et ce succès va faire la gloire de Pasteur et surtout va ouvrir l'ère de la médecine préventive. La science qui va se poursuivre, qui va viser à élucider les mécanismes permettant à ces vaccins de protéger contre les maladies, va prendre le nom d'immunologie. À la suite du vaccin contre la rage, l'Académie des sciences lance une souscription internationale qui permet la construction de l'Institut Pasteur, où Pasteur, d'ailleurs, va vivre ces 7 dernières années et où se trouve aujourd'hui son tombeau, puisque Pasteur est l'un des rares hommes de science à être enterré donc, dans son institut. Et nous passons maintenant à Maxime, qui va nous parler de l'entrepreneur. Donc on a vu car Pasteur a été artiste, puis homme de science, et maintenant vous allez voir qu'il fut un véritable entrepreneur. Et cela, c'était très ancré dans son esprit, puisque déjà en 1854, quand il a été nommé professeur à l'université de Lille, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a prononcé cette phrase célèbre. Il n'y a pas différentes sources de science, il y a la science et les applications de la science liées entre elles comme le fruit à l'arbre qu'il a porté. Donc on voit que dès le début de sa carrière, puisqu'il avait alors 32 ans, pour Pasteur, la science était indissociable des applications. Et donc Pasteur a compris très rapidement la nécessité de protéger ses résultats par des brevets. Déjà en 1857, donc elle était encore à Lille, il va prendre un brevet d'invention pour protéger son processus de fermentation alcoolique. Il fait la même chose en 1861 pour la fabrication de l'acide acétique. Puis en 1865 pour le procédé relatif à la conservation des vins, ce procédé qui prendra le nom de pasteurisation. Et voici le début du brevet d'invention pour le procédé relatif à la conservation des vins. Donc il a pris des brevets, mais il n'a pas cherché à en tirer des bénéfices. En fait, il a justifié le recours à ces brevets à cause de sa volonté que ces découvertes ne soient pas accaparées par des industriels peu scrupuleux qui, eux, n'hésiteraient pas à les breveter à sa place. Donc jusqu'à présent, c'est un savant totalement désintéressé. Mais vous allez voir, les choses vont changer un peu. On arrive au début des années 1870. À ce moment-là, Pasteur est profondément meurtri par la défaite française dans la guerre franco-prussienne. Et alors, il décide de se venger à sa façon, c'est-à-dire en affranchissant la France du savoir-faire allemand en matière de fabrication de bière. Il s'est dit que la France devait être capable de fabriquer une bière meilleure que les bières allemandes, et il souhaitait que cette bière puisse être appelée la bière de la revanche nationale.
Alors, il s'était réfugié à Clermont-Ferrand en 1871, chez son élève Émile Duclos, pendant la Commune de Paris. Et là, il a commencé à travailler avec un brasseur local, qui était le brasseur Kuhn, en tentant d'améliorer la qualité de la levure nécessaire à la production de la bière. Et pendant 2 ans, il a poursuivi ses travaux sur la bière en visitant des brasseries en France et en Grande-Bretagne, en installant même une petite brasserie dans le sous-sol de son laboratoire à l'École normale rue d'Ulm. Mais cette fois, Pasteur va chercher à tirer profit de sa découverte. Tirer profit. Il avait alors 50 ans et il n'avait cessé de se battre pour obtenir les moyens de poursuivre sa recherche. À la fin des années 1850, il avait dû remonter jusqu'à l'empereur pour obtenir que l'École normale lui attribue un petit pavillon. Vous voyez, il y a l'École normale, le grand quadrilatère, et vous voyez sur le devant, entouré, le petit laboratoire qui a pu lui être attribué grâce à l'intervention de Napoléon III. Mais il ne suffisait pas d'avoir un laboratoire, il fallait avoir de quoi le faire fonctionner. Alors Pasteur a utilisé des fonds correspondant à des prix qui venaient récompenser ses travaux, mais ces subsides ne suffisaient pas. Il fallait qu'il aille pleurer auprès des ministres qui n'avaient pas beaucoup de fonds. Les choses n'ont pas changé, c'est toujours pareil aujourd'hui. Donc c'était extrêmement difficile pour Pasteur d'obtenir les fonds pour sa recherche. Donc il a décidé de franchir le pas, c'est-à-dire d'utiliser des bénéfices provenant de sa recherche pour avoir les moyens pour sa recherche. Donc, pour les brevets sur la bière, il a pris des brevets sur la bière, mais cette fois-ci, eh bien, il a en même temps créé une société, la Société des bières inaltérables. Je ne sais pas si vous pouvez voir, article 1er, écrit Société des bières inaltérables. Il a vendu ses brevets à cette société qui ensuite elle-même, moyennant finance, pouvait donner licence de ses brevets à des brasseurs ou pouvait leur prodiguer des conseils. Donc c'était une source de revenus qui pouvait permettre de financer la recherche. Donc en créant cette société, Pasteur était devenu un entrepreneur au sens plein du terme. Quelques années plus tard, après le succès de Pouilly-le-Fort, donc pour le vaccin charbonneux, Pasteur a proposé au président du Conseil, qui était alors Léon Gambetta, de créer une manufacture de vaccins contre le charbon. Le projet fit long feu, mais grâce à une subvention du ministère de l'Agriculture, un atelier de production a quand même pu être installé rue Vauquelin, à Paris, à côté de l'École normale supérieure. Et ce laboratoire, c'est une entreprise familiale qui a fait des bénéfices significatifs tout en assurant la protection des cheptels français et étrangers. Et dans la même ligne, en 1886, furent fondées 2 sociétés, la Compagnie de vulgarisation du vaccin charbonneux Pasteur, ça c'est la marque de cette société, et puis aussi une autre société, c'était autour du filtre Chamberland, donc c'est un collaborateur de Pasteur qui a inventé un filtre qui retient les bactéries, et c'était essentiellement pour pouvoir éliminer les bactéries de la typhoïde de l'eau courante qui était souvent contaminée. Et donc, Chamberland a demandé à Pasteur l'autorisation d'utiliser son nom donc pour ce filtre. Vous voyez, c'est donc le filtre qui est marqué Pasteur, filtre Chamberland. Donc là encore, une société qui a vendu les filtres et cela a rapporté de l'argent. Et le nom de Pasteur est ainsi devenu une marque. Alors cette activité a été dénoncée par les détracteurs de Pasteur qui voyaient là un inacceptable mélange des genres. On mélangeait la recherche pure et l'argent. C'est le genre de critique qu'on entend encore souvent aujourd'hui de certaines personnes. Mais en fait, un cercle vertueux s'installait, c'est-à-dire que les produits de la recherche venaient garantir le financement de la recherche. Mais Pasteur n'en est pas resté là. Peu après la mise au point du vaccin contre la rage et le retentissement majeur qu'elle suscita, cela rendit nécessaire une institution nouvelle pour produire des vaccins, offrir des soins et mener des recherches. Et en 1887, initialement, la création de l'Institut Pasteur était dans la même ligne que la création des sociétés que je viens de vous montrer.
Il s'agissait de donner à la science pasteurienne les moyens de son développement et de son autonomie. Et en mai 86, quelques semaines après la création des deux sociétés dont je viens de parler, sur le vaccin du charbon et sur le filtre, a été créée la Société anonyme Institut Pasteur. Mais assez rapidement, cette institution a été reconnue d'utilité publique, est devenue une fondation, et donc ça n'a plus été une société anonyme. Cela dit, les revenus de la vente du vaccin charbonneux en France ont servi à alimenter les caisses de l'Institut Pasteur. Donc l'Institut Pasteur va être le haut lieu d'une science nouvelle, à un double titre. Non seulement il crée ce lieu dont Pasteur avait toujours rêvé, dans lequel ses successeurs, ses collaborateurs allaient pouvoir continuer l'entreprise du maître, mais en même temps, il repose sur un mécanisme économique inédit pour l'époque, donc où les revenus de la recherche servent à financer la recherche. Alors maintenant, ce qui va peut-être vous étonner un peu plus, c'est que les brevets et les sociétés créées par Pasteur n'ont pas seulement apporté des fonds pour financer les recherches. Contrairement à l'image de savants purement désintéressés que l'on donne généralement de Pasteur, ces brevets ont également permis à Pasteur de s'enrichir. En effet, au début des années 1870, lorsqu'il s'est engagé dans cette activité d'entrepreneur, il souhaitait assurer aux siens une situation matérielle décente. Il avait été victime en 1868 d'un AVC qui avait failli lui coûter la vie. Et alors, il a commencé à s'inquiéter beaucoup de ce qui adviendrait à son épouse et à ses enfants s'il venait à disparaître. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à pouvoir prendre une certaine partie des bénéfices pour lui-même et pour ses collaborateurs, notamment Roux et Chamberlain. Et il faut bien remarquer qu'à la fin de sa vie, l'actif de la fortune de Pasteur dépassa le million de francs de l'époque et le rattacha à la catégorie des universitaires ou des savants les plus fortunés de l'époque. Ça n'a pas permis d'atteindre les niveaux de fortune des grands banquiers ou des grands industriels, mais c'est un patrimoine d'autant plus impressionnant que, fils de tanneur, il était parti de pratiquement rien. Alors, quand on regarde cette activité d'entrepreneur, on voit que Pasteur a été le lointain modèle des chercheurs entrepreneurs ou entrepreneurs de sciences qui créent aujourd'hui des start-up et qui brouillent les frontières entre science et activité économique, entre désintéressement savant et recherche du profit. Pasteur se distingue donc non seulement par la grandeur de ses découvertes, mais encore par cette conscience aiguë de leur dimension économique. Avec l'Institut Pasteur, il a inventé un modèle d'organisation de la recherche où la science parvient à acquérir son autonomie et à trouver les diverses sources de financement nécessaires. Autonomie, c'est peut-être un peu large parce qu'il n'y a pas que les revenus de la science, il faut trouver d'autres ressources, et notamment la générosité publique. Donc Pasteur a joué un rôle essentiel dans le processus de professionnalisation et d'institutionnalisation de la science, et son legs est toujours vivant. Donc cette conférence n'a permis qu'un survol très rapide de l'œuvre de Pasteur et de sa personnalité. Certains aspects de son œuvre vont être repris dans les autres conférences de ce style. Vous en aurez de ce cycle, vous aurez celle de Patrick Berche sur la microbiologie, vous en aurez une autre sur les vaccins en particulier, sur les microbes et l'agroalimentaire, sur les maladies émergentes, etc. Donc, d'une part, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez venir aux autres conférences. D'autre part, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà visité l'exposition qui est juste à côté, Pasteur l'expérimentateur. Nous avons d'ailleurs la commissaire qui est ici même. Si vous voulez lui poser des questions, vous pourrez, Astrid Aron. C'est une exposition qui, je crois, a beaucoup de succès. Et puis nous vous encourageons également, si vous ne l'avez pas déjà fait, à acquérir ce beau livre qui accompagne l'exposition. Donc Annick et moi avons dirigé la préparation. Et vous y trouvez notamment un article sur Pasteur et le monde de l'art par Joseph Gall et un autre sur Pasteur, entrepreneur de la science par Gabriel Galvez Béard. Et en fait, nous nous sommes beaucoup inspirés de ces deux chapitres pour les deux parties de cette conférence qui n'étaient pas
Pasteur, l'homme de science. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, je vous propose de passer aux questions. Nous avons à peu près 30 minutes pour les questions. Bon, écoutez, mais très, très court, hein, la question. Pas de discours. Merci, monsieur. Moi, je pose toujours des questions très courtes, sans discours, malgré les applaudissements, dont je vous remercie vivement. J'ai 3 questions, c'est 3 phrases. Mais alors, Pasteur a inventé les microbes, a découvert les microbes. C'est ça ma question essentielle. Pasteur n'a pas découvert les microbes. Les microbes ont été découverts 200 ans plus tôt par Van Leeuwenhoek, qui était un drapier et qui avait amélioré les microscopes. C'était encore des microscopes extrêmement simples. Donc il a vu des tas de micro-organismes. Il était le premier à voir ces choses-là. Mais pour lui, c'était des curiosités de laboratoire et personne ne s'y est vraiment intéressé. Ce qu'a fait Pasteur, c'est vraiment montrer d'une part qu'ils étaient partout et d'autre part qu'ils jouaient un rôle très important dans des phénomènes comme fermentation, putréfaction, etc. Deuxième question extrêmement simple, et pardonnez-moi parce que là, pasteuriser, ça veut dire chauffer? Pasteuriser, ça veut dire chauffer modérément, entre 60 et 100 degrés, pendant pas très longtemps. C'est pas comme, par exemple, le lait UHT et va être chauffé beaucoup plus longtemps. Oui, vous voyez, donc c'est simple. Et ma troisième question, pardonnez-moi, c'est très simple. Moi, j'étais persuadée que Pasteur était l'inventeur du vaccin, mais non. Ça a été un siècle avant. Alors, vous l'avez très bien expliqué, merci. Oui, mais ce qu'on dit en général, c'est que Jenner a inventé la vaccination, c'est-à-dire la possibilité de protéger contre une maladie de façon bénigne. Mais à l'époque, ça n'était pas extensible, parce qu'il se trouve que par hasard, il y avait une maladie bovine qui ressemblait beaucoup à la variole. Voilà. Et Pasteur, lui, partant de cette observation, s'est dit peut-être qu'on pourrait atténuer les microbes. Et donc, on dit souvent, Jenner a inventé la vaccination et Pasteur a inventé les vaccins. Parce qu'il a montré comment on pouvait faire les vaccins à partir des microbes. Voilà. C'était très bien, très bonne question. Voilà, vous avez fait beaucoup de progrès. Alors, monsieur là-bas. Merci pour votre exposé. Vous avez dit que Pasteur avait pu demander à l'empereur de lui attribuer un laboratoire. Est-ce que c'était un homme mondain pour pouvoir accéder comme ça aux personnalités de l'État, ou c'est parce qu'il avait une renommée qu'il avait construite scientifiquement? Il n'était pas du tout mondain au départ, mais il s'est créé des relations. Et là, si Napoléon III a commencé à l'apprécier beaucoup, parce que, bon, une des choses qui vraiment l'a mis sur le devant de la scène, ça a été les travaux sur les fermentations, la génération spontanée, etc. La fermentation, de donner des bons moyens pour faire de la bière, du vin, du vinaigre, etc., c'était très important pour beaucoup d'industries. Mais l'histoire de la génération spontanée, on ne mesure pas aujourd'hui à quel point c'était important à l'époque. Parce que c'était un très grand débat, savoir s'il y avait ou s'il n'y avait pas génération spontanée. Et en fait, il y avait derrière des aspects philosophiques. C'est-à-dire que si on admettait qu'il y avait la génération spontanée, ça voulait dire que la vie pouvait arriver un peu n'importe quand, et c'est les matérialistes ou les libres penseurs qui pensaient ça. Tandis que si on disait il n'y a pas génération spontanée, il faut toujours qu'il y ait un parent, à ce moment-là, ça fait remonter la création de la vie à Dieu, disons. Donc c'était un débat très important. Il y a beaucoup de gens, dont des gens de la cour de Napoléon III, qui venaient visiter le laboratoire de Pasteur à ce moment-là. Donc et puis vraiment, bon, une chose importante, c'est quand Napoléon III a demandé à Pasteur de sauver le vin, et le fait que Pasteur y soit parvenu, il est devenu très, très populaire. Il a été invité à ce qu'on appelait les séries de Compiègne, qui étaient des réunions qu'organisait Napoléon III. Et donc, à ce là, il avait l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Donc, progressivement, il est devenu un petit peu mondain, mais enfin, il aimait bien travailler tranquillement dans son laboratoire et pas être trop dérangé. Et surtout, pas serrer la main des gens parce qu'il avait peur des microbes. Bon. Attendez, il faut le... Attendez, oui, parce que comme c'est enregistré, ce serait mieux avec le micro. Est-ce que Pasteur invitait ses élèves à des conférences? S'il faisait des conférences, vous dites?
avec ses élèves, est-ce que ça lui est déjà arrivé d'inviter des élèves à des colloques Inviter des élèves à des colloques, je Oui. comprends pas. Je veux dire, comme il était professeur à l'INES. Ah ben, bon, d'une part, il était professeur, d'autre part, il participait à des colloques en France ou à l'étranger. Mais à part ça, il avait des élèves, ce qu'on appelle des collaborateurs. Le premier livre qu'on a écrit ensemble sur ce sujet, c'est Pasteur et ses lieutenants, où on met en avant des savants comme Roux, Duclos, Calmette, Yersin et Metchnikov, qui étaient dans l'environnement de Pasteur. Mais sans ça, il a fait effectivement, il a été professeur et il a fait des conférences et participé à des congrès. Il y a une question là. Oui, attendez, j'arrive. Désolé, je réponds. Merci beaucoup pour la conférence. Je voulais savoir si la découverte de la stéréochimie était une découverte fortuite avec l'étude des fermentations ou c'était des travaux à part. La stéréochimie, ça découle de ses travaux sur les tartrates, qui ont été les premiers travaux qu'il a faits. Donc il venait de sortir comme élève de l'école normale. Il était inspiré par des grands chimistes comme Biot, par exemple, qui avait déjà beaucoup travaillé sur cet effet, sur la lumière polarisée, etc. Mais c'était son premier travail. Ensuite, ce travail a joué un rôle, comme je l'ai dit rapidement, dans ses travaux sur les fermentations, parce que le fait de voir des produits apparaître qui ont une action sur la lumière polarisée, pour lui, c'était la preuve qu'il y avait du vivant là derrière. Est-ce que Pasteur a étudié le tétanos aussi? C'est-à-dire que, bon, à l'époque, il y avait quelques simplement maladies, et donc ça s'est étendu. Est-ce qu'il a eu dans son laboratoire un domaine beaucoup plus large? Alors, Pasteur lui-même, comme maladie humaine, n'a pas été plus loin que la rage. Par contre, dans ses collaborateurs, il y en a que je vous ai déjà dit tout à l'heure que Yersin avait découvert le bacille de la peste. Et si on parle du tétanos et aussi de la diphtérie, eh bien, ce sont des travaux qui ont été faits essentiellement par Roux et dans le cadre de la sérothérapie. Alors, il se trouve, qu'est-ce que c'est que la sérothérapie? Bien, d'abord, Roux et Yersin, c'était avant le travail sur la peste, Roux et Yersin ont montré que le microbe de la diphtérie produisait un poison, on a appelé ça la toxine diphtérique, et que c'était ce poison qui causait tous les symptômes de la maladie. Et quelqu'un d'autre, n'était pas Pasteur, a montré qu'il en était même pour le tétanos, que cette bactérie aussi produisait une toxine tétanique. Alors ensuite, eh bien, ce sont des Allemands, Behring et Kitasato. Kitasato n'est pas allemand, il était japonais, mais il travaillait là-bas, les élèves de Robert Koch, ont montré que si on inactivait partiellement les toxines, qu'on les injectait à des animaux, eh bien, ça les immunisait contre la maladie. Donc c'était vrai aussi bien pour le tétanos que pour la diphtérie. Et bien plus, ils ont constaté que dans le sang, en fait dans le sérum de ces animaux immunisés, il y avait ce qu'ils ont appelé des antipoisons, des antitoxines. Alors qu'est-ce que c'était ces antitoxines? C'était des anticorps. Mais on a appelé ça ensuite seulement anticorps, et c'est beaucoup plus général que ce cas particulier. Et alors, on a eu l'idée aussi bien dans le laboratoire de Behring en Allemagne que dans celui de Roux en France, d'utiliser cet antipoison pour guérir, alors c'était pour la diphtérie, pour guérir des enfants qui avaient la diphtérie. À ce moment-là, on faisait du sérum chez des chevaux, on inoculait à des chevaux de la toxine. Ensuite, dans le sérum de ces chevaux, il y avait l'antipoison et on inoculait ce sérum à des enfants qui avaient la diphtérie. Ça permettait de les guérir. Ça a été la découverte de la sérothérapie. Dans le cas du tétanos, eh bien, ce n'est pas tout à fait pareil en ce sens qu'une fois que le tétanos se manifeste, c'est trop tard, on ne peut plus faire de sérothérapie. Par contre, Roux a montré que si on inoculait très vite le sérum antitétanique après la contamination, mais avant que la bactérie ait eu le temps de faire sa toxine, à ce moment-là, on empêchait la personne de mourir de tétanos. Et ça a été extrêmement important, et on en parlera
la semaine prochaine, quand on va parler de la Grande Guerre, ces sérums antitétaniques ont permis de sauver la vie de probablement millions de personnes, de millions de blessés qui sans ça auraient attrapé le tétanos. Et monsieur? Je voulais juste savoir quelle était l'incidence de l'AVC de Pasteur en dehors de son déficit du membre supérieur gauche. Eh bien, en fait, il était effectivement partiellement paralysé du côté gauche, ce qui l'empêchait pratiquement de faire des expériences lui-même. Il avait des collaborateurs pour le faire, notamment un neveu à lui qui s'appelait Adrien Loire. Mais du point de vue intellectuel, apparemment, il n'a pas été touché du tout. Et ça, je crois que c'est un grand encouragement pour les gens qui ont des AVC. Il avait 46 ans quand il a cet AVC. Et c'est après cet AVC qu'il a fait les travaux pour lesquels il est le plus connu, notamment le vaccin contre la rage. Oui, vous voulez poser une autre question? Allez-y, allez-y. Merci pour la première raison. Je vais déborder un peu. Il y a eu une diatribe actuellement contre les fameux vaccins, où une large frange de la population, quand même, montre qu'ils n'ont pas l'air de comprendre ce que vous venez d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, et est-ce que l'Institut Pasteur mène une campagne actuellement de l'explication pour justement essayer de faire comprendre aux gens que c'est positif? Bon, d'abord, il doit en principe y avoir une conférence sur les vaccins où tout ceci va être discuté en détail. On va simplement d'apprendre que la personne qui devait le faire a eu un accident, donc j'espère qu'on va pouvoir trouver quelqu'un pour la remplacer. On va tout faire pour ça. Cela dit, le problème avec les vaccins à l'heure actuelle, c'est que d'une part, les gens dans nos pays ne sont plus confrontés aux grandes épidémies. Bon, il faut voir qu'au début du XXe siècle, il y avait 150 000 morts de tuberculose, par exemple, chaque année en France. C'était extrêmement fréquent, les morts par maladie infectieuse. Donc les gens ne sont plus confrontés, ils ne voient pas à quoi ça sert un vaccin parce qu'ils ne voient plus ces épidémies. Et puis d'autre part, il y a des tas de fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux notamment, faisant croire aux gens qu'il y a des risques graves des vaccins. Bon, les vaccins, il y a un risque, mais qui est minime. Quand on met un vaccin sur le marché, la probabilité d'un risque grave, c'est de l'ordre de... C'est moins d'1 sur 100 000, et c'est plutôt généralement de l'ordre sur 1 million. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Je veux dire, quand on regarde le rapport risque-bénéfice, c'est évident que les vaccins sont importants. Ils sont importants pour se protéger et pour protéger l'ensemble de la population. Et on a vu récemment ce cas de cette personne qui est morte de rougeole. C'était une personne qui n'était pas vaccinée. On oublie qu'on meurt de rougeole. Or, c'est pas très rare quand on attrape une rougeole d'en mourir. Je sais pas, on peut faire un vote si vous voulez. Alors moi, merci à vous deux, vous êtes d'une clarté tous les deux exemplaire. Alors monsieur a posé une question qui m'a touchée. Et vous avez répondu qu'il était paralysé à l'âge de 48 ans de la main 46, droite, oui. Et que du coup, il ne pouvait plus faire lui-même c'est-à-dire, il avait son neveu qui faisait tout lui-même. Vous imaginez, il a dû en baver dans la tête quand même, vous voyez. Ça a dû être une grande souffrance, ça, non? J'ai cité son neveu, il avait deux aides qui étaient très proches de lui, et puis d'autre part, il y avait... Ah ben non, il ne pouvait pas faire quelque chose, mais il regardait, il y a des descriptions, par exemple, de son neveu, il était absolument derrière lui, il regardait exactement ce qu'il faisait, et puis il y avait des procédures extraordinaires, parce qu'il avait extrêmement peur des contaminations venant de l'air. Et alors, avant d'aller faire... Il y avait une salle spéciale où on faisait les ensemencements. Et dans cette salle-là, on commençait par préparer les choses. Et après ça, on sortait de la salle et on n'y entrait plus pendant 2 heures pour laisser le temps à toutes les poussières de se déposer. Puis après ça, il fallait entrer avec énormément de précautions, pas faire de grands mouvements, etc. Donc il y avait des procédures extrêmement rigoureuses. Et il imposait à ceux qui travaillaient pour lui de le faire. C'est sûr, mais enfin finalement, il est quand même arrivé
au moins à faire les choses. Voilà, qui veut poser encore une question? Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va peut-être... Non, plus de personne. Bon, écoutez, ah, si, monsieur? Bon, écoutez, voilà. Je vous passe le micro. Je vois que le livre que vous avez écrit est Louis Pasteur, le visionnaire. En quoi est-ce que vous pourriez dire qu'il est visionnaire? Quelle est son originalité, donc, je ne sais pas, sa manière de penser ou sa manière d'aborder les problèmes? C'est-à-dire qu'il avait la conscience de l'importance de ce qui se faisait, pour la science future, et vous avez pu le voir. Il a compris que, par exemple, ce qu'il faisait sur la rage, c'est toute cette histoire de bactéries atténuées, de microbes atténués. Il se disait, avec ça, on va pouvoir protéger toute l'humanité contre les maladies contagieuses. D'une certaine façon, il a eu raison. Il avait travaillé simplement sur les poules et les moutons au début. Il y a eu cette expérience sur la rage, puis il s'est arrêté là, mais il comprenait que ça irait beaucoup plus loin. Donc c'est un peu en ça qu'il était visionnaire. Ma question, c'était est-ce qu'il avait un mode de pensée créative particulière, par exemple, ou une manière d'aborder soit les problèmes, soit de les traiter C'était surtout à la fois le choix des problèmes, des choses qui étaient importantes, une très grande rigueur, parce qu'à l'époque on avait des théories et puis on pensait que les théories c'était la vérité. Pour lui il fallait qu'il y ait l'expérience. Et d'ailleurs nous on a appelé ce bouquin le visionnaire, mais l'exposition c'est l'expérimentateur, et c'est deux aspects assez complémentaires. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait l'expérience, qu'il y ait les expériences qui prouvent la théorie. Sans ça la théorie pour lui ça valait rien. Donc ça c'était un des points importants. Et il a été un peu le précurseur des scientifiques modernes, dans ce sens-là, où vraiment, il faut avoir des résultats basés sur les faits. Il ne faut pas se contenter de faire des théories comme on le faisait un petit peu à l'époque de Pasteur. C'était pas le cas, ce processus, avant Non, il y avait beaucoup de théories, et puis on considérait que les théories, c'était la vérité, et puis c'est tout, quoi. Encore monsieur là-bas. Après ça, on pourra aller dîner. Bonsoir. Est-ce que l'on sait si le choix c'est le fait que la première personne guérie par Pasteur concernant la rage, le choix d'un Alsacien, est-ce que c'est politique? Est-ce qu'il y a eu un choix de la France romancharde de choisir ce garçon? Je dirais non et oui. Non, en ce sens que c'est pas lui qui a dit je vais tâcher de trouver un Alsacien pour le vacciner. Il se trouve que le premier qu'on lui a amené à un moment où il était à peu près convaincu, et encore là on peut discuter, mais à peu près convaincu que sa vaccination allait marcher, il se trouve que ça a été un Alsacien. Alors je dois dire que ça a probablement influé sur sa décision de dire quand même vacciner un Alsacien qui était donc allemand à l'époque. Pour lui c'était un plaisir particulier, je suppose. Mais ça pas, il l'a écrit. Mais cela dit, ça ne l'a pas empêché d'avoir de très grandes inquiétudes parce que ce n'était pas gagné, le vaccin contre la rage. Il a eu un peu de chance. Et par la suite, ça a été récupéré par les la République française revancharde. Pardon ? Est-ce que ça a été récupéré par les hommes politiques français tout ce qui était revanche, préparation de la guerre suivante, etc. Oui, il y a toujours eu un peu de ça. Hein. Mais les Allemands n'ont pas apprécié du tout. Ils ont fait une enquête pour savoir si le chien était vraiment enragé, ce qui n'était pas tellement facile parce qu'il n'était plus là. Donc il n'y croyait pas trop. Surtout Robert Koch, il n'y croyait pas au début à la vaccination contre la rage. Donc il y avait en arrière-plan cette rivalité. Mais ça, on en parle beaucoup dans le deuxième livre qu'on a écrit, qui est Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes, où on montre que cette rivalité entre Pasteur et Koch était sous-tendue par le nationalisme, surtout du côté de Pasteur, suite à la défaite de 1870. Merci. Bonjour. En tant que contemporain de Darwin, il avait une position sur le sujet ? Écoutez, je ne crois pas que Pasteur se soit exprimé sur Darwin, mais il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est sur la notion d'atténuation. Pour Robert Koch, un microbe, ça ne variait pas.
Et donc, il ne voulait absolument pas croire au début à cette hypothèse de Pasteur qu'un microbe pouvait changer sa virulence et devenir un microbe atténué qu'on pouvait ensuite utiliser pour vacciner. Donc, il y avait une notion de fixité des micro-organismes. Alors que Pasteur, lui, il avait cette notion d'évolution des microbes qui pouvaient devenir moins virulents, ou inversement, il pensait qu'il y en avait des pas virulents qui pouvaient devenir virulents. Et en ce sens d'évolution, si vous voulez, de l'être vivant, il rejoignait Darwin. Mais cela dit, je ne crois pas qu'il n'a jamais cité Darwin. C'est tout ça, c'est à la même époque. Hein. La première, je crois que la publication de Darwin, c'est la même année que celle de la première découverte de Pasteur, 1848, si je ne me trompe pas. Hein. 48 ou 49. Pardon ? Ah bon, c'est plus tard, alors, d'accord, je me trompe. Enfin, de toute façon, c'était parallèle. Et voilà ce qu'on peut dire. Dans son esprit, il était plutôt darwinien, mais je ne sais pas trop ce qu'il se pensait de Darwin. Ce coup-ci, ça y est, je crois. Bon, écoutez, je crois qu'on va clore la séance. Je vous remercie de votre participation.